Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé en priorité. Alors dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de vous proposer à nouveau une histoire extrêmement inspirante en dehors des sentiers battus, puisque Laurent Naveau était au départ depuis tout petit passionné par la moto. Il a été un des seuls Belges à participer à près de 72 Grands Prix en moto 500 pendant plusieurs saisons. Il a également gagné les championnats du monde d'enduro quelques années plus tard par équipe. Mais c'est dans sa nouvelle carrière que j'ai découvert Laurent en septembre 2019, alors que je visitais son ranch. En effet, Laurent est passé des grands prix aux grandes prairies en créant un élevage de bisons dans la région namuroise en Belgique. Alors vous allez découvrir durant cette interview les raisons qui ont poussé Laurent à passer justement des pistes aux prairies. Vous allez découvrir également ses routines et les conseils qu'il donne aux entrepreneurs aujourd'hui. Vous découvrirez que Laurent est extrêmement optimiste pour l'avenir, mais néanmoins prévoit pas mal d'années maigres probablement avant d'avoir ce changement. J'espère à nouveau pouvoir vous inspirer à mettre votre santé en priorité grâce à cette histoire inspirante. Et d'ici notre prochaine interview, prenez soin de vous. Eh bien, bonsoir Laurent, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, ça va, on est à la veille de notre saison touristique. Donc, ici, le travail sur le ranch, ici en Belgique, c'est quand même 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Hein. Dans le tourisme, c'est même un peu plus long tous les jours. Mais voilà, il faut essayer d'appréhender ça. Et chaque année, on essaie toujours de se remotiver, bien se recadrer, se concentrer pour ces moments qui sont parfois pas toujours faciles à vivre. Il faut reconnaître ce qui est. C'est une vie qui est dure, pleine de challenges. Et les challenges, comme on sait, parfois ça peut être très plaisant et positif, mais il faut aussi accepter les côtés négatifs et l'angoisse que ça peut créer au fil du temps. Au fil du temps, tout à fait. En tout cas, moi, je suis très, très content de t'avoir aujourd'hui en interview. Je me rappelle de la fois où je suis allé avec ma petite famille, mon fils qui a maintenant 15 ans et la petite qui a 7 ans, mais donc c'était en 2019, en septembre 2019. Je connaissais le ranch depuis de nombreuses années et je voulais absolument les emmener. Et depuis, j'en parle énormément autour de moi et j'espère qu'à la suite de cette interview, vous aurez des visiteurs qui auront écouté et été inspirés par ton histoire parce que c'est vraiment pour moi un lieu magique à la fois et très instructif. Mes enfants ont encore un très bon souvenir et gustatif parce que depuis lors, évidemment, ici au Canada, on a pu retrouver du bison, mais en Belgique, c'était le bison de chez vous qu'on consommait et aussi de bons souvenirs au niveau du moment qu'on avait passé là-bas. Mais avant de parler justement de cette deuxième carrière, Laurent, est-ce que tu me permets de revenir un petit peu sur l'ensemble de ta carrière? Oui, donc la première partie de ma vie était une carrière sportive qui n'avait rien à voir avec la partie agricole et Tout à tourisme fait. qu'on fait à l'heure actuelle. Tout à fait. Et donc, justement, tu as grandi à Bruxelles avec une maison familiale, je dirais, de campagne à Orchimont. Donc, tu avais toujours un petit peu ce contact avec la nature alors que tu grandissais à Ouais. Bruxelles. Ton papa était aérodynamicien et ta maman enseignait la biologie. Et puis, c'est lors d'une découverte par hasard avec un de tes cousins qui préparait une TZ 350. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais parler moto, mais j'y connais absolument rien. Donc, si je me plante dans la terminologie, n'hésite pas à me rattraper, me corriger. Et l'année d'après, tu deviens fan de Grand Prix et tu débutes en karting à une époque où la licence, 15, Oui, 16 ans, on pouvait faire un petit peu, on pouvait fermer les yeux. Et à 19 ans, tu commences en coupe Yamaha en Belgique. ouais, à Un an plus 18 ans, tard, oui. À l'époque, on ne pouvait rouler qu'à 18 ans officiellement en compétition en Belgique. Et donc, j'ai débuté officiellement en compétition en Coupe Yamaha à 18 ans. 18 ans, ouais.
Et l'année d'après, ou en tout cas un peu de temps après, tu commences en 200 cc. Et en 1987, tu deviens un champion du Benelux. Et en quelques années plus tard, même un podium européen, toujours en 250. Et l'année d'après, tu débutes en Grand Prix. Probablement un grand rêve, puisque à 14 ans, tu découvrais ce monde de la moto et quelques années plus tard, tu débutais ton premier Grand Prix en Australie. Un autre point commun, puisque j'y ai passé un an, c'est vrai que c'est un pays assez extraordinaire. Pour la petite histoire, ce que j'avais oublié de te dire en introduction, tu es né exactement 40 ans plus tard que mon fils, le même jour. Donc Ah, c'était assez comique, je ne le savais pas quand on est venu te voir, mais voilà, c'est le petit clin d'œil. Et donc, durant 4 ans, tu as fait plus de 70, 70 Grands Prix un peu partout dans le monde, avec une très ouais. belle 10e place en 95 au Grand Prix de France. Mais en 94, 94 pour la Belgique, lors entre deux Grands Prix, tu as l'occasion d'aller dans un ranch à San Diego et tu fais ta première découverte des bisons. C'est marrant aussi, je me rends compte au niveau de synchronicité. L'année d'après, moi, je passais un an à Evanston, Wyoming. Et donc, le Yellowstone est pour moi l'endroit le plus magique au monde. Je n'ai pas visité toute la planète, mais j'ai un peu voyagé. Et j'ai l'impression, au Yellowstone, que tu connais très, très bien, Ouais. qu'on se retrouve des millénaires en arrière, que la Terre n'a pas été touchée, en tout cas à certains endroits. J'ai vraiment l'impression d'être retourné au monde de la préhistoire. On croise des bisons, on croise ces geysers. C'est vraiment exceptionnel. Et probablement que toi, c'était pas dans le Wyoming, mais en Californie, tu tombes face à ces bisons assez extraordinaires qui aujourd'hui font partie, tu l'as dit tout à l'heure, intégrante de ta vie, 7 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Tu termines ta première carrière en 97, tu fais un petit break, mais durant cette période, en 98, tu achètes ton ranch à Orchimont. Finalement, l'endroit de ton enfance pendant vos week-ends, et tu achètes tes premiers bisons. Et ça m'avait vraiment surpris quand on était venu vous voir dans le ranch, c'est de se dire, mais comment on a l'idée, même si on a une passion, et c'est ma première question aujourd'hui après la description de ta carrière, comment on a l'idée, même si on est passionné par les bisons, même si on connaît l'adrénaline, de à la fois choisir d'être entrepreneur, ce qui n'est pas spécialement facile en Belgique, mais tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, d'être éleveur, tu ne viens pas non plus d'une famille d'éleveurs et ce n'est pas spécialement le métier le plus facile. Pour élever des bisons, ce n'est pas non plus la chose la plus évidente. Qu'est-ce qui a fait que malgré tous ces éléments, tu as acheté tes bisons et tu étais persuadé qu'il y avait là une opportunité, en tout cas pour toi, t'épanouir? Parce que la plupart de tes concurrents faisaient, après leur carrière, devenaient coach, ouvraient une école de Ouais, coaching en pilote. Mais toi, tu voulais autre chose. Alors, c'est bien, je me dis autre chose. Mais là, c'est vraiment un énorme défi. Est-ce que tu te souviens de ces premiers moments, le moment où tu t'es dit, mais moi, je pourrais faire ça en Belgique? Qu'est-ce qui a fait que tu as accru à ce projet? ben, je crois que c'est un petit peu la même chose que j'ai rencontré quand j'avais 12, 13 ans en moto. C'est, vous pouvez comme ça avoir une ou deux fois dans votre vie comme ça quelque chose qui vous marque, quelque chose d'extraordinaire, où vous êtes vraiment passionné, aussi loin que ça vient, ou aussi loin que cette passion peut être, et aussi inaccessible qu'elle peut être, c'est votre motivation qui va faire qu'elle va se réaliser ou pas. Mhm. Alors, ben, je prends l'exemple de la moto. Quand j'ai dit à 12, 13 ans que je voulais un jour rouler en Grand Prix moto, ce qu'on appelle le MotoGP maintenant, ben, tout le monde disait on a ça passe, on veut être policier, pompier, pourquoi pas pilote. Et ben moi, ça m'est resté, j'ai tout focalisé là-dessus. Et ben, oui, le jour où je suis arrivé à mon premier Grand Prix d'Australie, ben, j'ai reçu des centaines de messages. À l'époque, c'était des fax en 1993 à mon hôtel pour dire voilà, tu viens de concrétiser ton rêve de plus de 15 ans. Et dans le bison, ça a été un peu pareil. C'était cette espèce de coup de foudre que vous avez pour quelque chose
Et après, il faut s'y accrocher parce que c'est compliqué. On a parfois des idées comme ça. Il faut voir si concrètement on est capable de le faire, sentir si on a les moyens physiques et psychologiques de réaliser son rêve. Et à partir de ce moment-là, ben, il ne faut plus rien lâcher. C'est Et ça. ça, c'est compliqué. Tout à fait. Alors, ce rêve-là, dans le bison, ben, je l'ai connu à Temecula, pas loin de San Diego. Il y a le rêve américain là-dedans, cette espèce d'esprit qui me convient mieux qu'en Europe, je le reconnais. Cet esprit de liberté où finalement on vous dit tout est possible, mais attention, tu es responsable de tes actes. En Europe, nous sommes beaucoup plus guidés dans un modèle social qui vous guide, qui vous permet de ne pas faire d'erreurs. Il y a de la protection du consommateur et du client, ce qu'il y a beaucoup moins en Amérique du Nord. Donc, place aux entrepreneurs, mais aussi attention au risque, parce que le risque sera beaucoup plus grand. Est-ce qu'au moment où tu as acheté le ranch à Orchimont, tu as hésité à rester en Belgique ou plutôt tenter l'aventure américaine, ou est-ce que c'était la Belgique qui t'a maintenu là-bas? Alors, en 94, quand je roulais encore et que j'ai connu mes premiers bisons, je voulais m'installer déjà en Californie parce que j'avais trouvé des partenaires là-bas et que je devais avoir au moins une résidence américaine pour pouvoir bénéficier de ces sponsors en Grand Prix. Peut-être aussi pour le bison, parce que j'aimais cette vie-là. Ça ne s'est pas fait. Ouais. Ça ne s'est pas fait parce que ma vie familiale à l'époque ne m'a pas permis. Ma première femme avait très très peur de partir, malgré qu'elle était motivée au départ, mais au moment de faire le pas, elle a pas sauté le pas. C'est ça. Donc, quand j'ai connu Candice, eh bien, on s'est installé ici au début, mais c'est sûr qu'après 10-15 ans d'exploitation ici, on allait quand même souvent aux États-Unis et puis on a pris ce fameux projet entre 2013 et 2015 d'essayer d'investir dans un nouveau projet immense qui était réintroduire 700 bisons dans 5200 hectares dans un ranch au Montana. C'est de nouveau aussi un rêve où il faut vraiment s'y tenir. Là, c'est moi qui ai mis les pieds un moment sur le frein pour la première fois parce que j'ai estimé que le risque là était vraiment trop grand. Trop grand, ouais. Il y a eu un problème de cours d'euro-dollar qui s'effondrait en notre défaveur en déant les 2 ans de l'option d'achat. Et si on l'avait fait, ben, on l'a vu avec le Covid, on aurait dû supprimer le tourisme sous le ranch et on serait quand même sans doute revenu à la maison. Ouais. Donc, voilà, c'est très compliqué pour un entrepreneur de prendre exactement les bons risques, d'être sous le fil du rasoir, mais du bon côté du fil. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important. Et mesurer ça, il y a quand même aussi un facteur de chance et un facteur de risque. Donc, être entrepreneur, il n'y a rien à faire. Il faut bien se dire que vous pouvez avoir de la chance, mais de toute façon, vous allez connaître des aléas. C'est ça. Et donc, tu as à la fois cette force intérieure qui t'a poussé soit dans la moto, soit dans le ranch. Il y a évidemment une analyse de la situation parce que j'imagine qu'au vitesse où tu allais sur ta moto ou tes motos, bah, il faut aussi pouvoir analyser le risque et prendre la bonne trajectoire, mais aussi, comme tu dis, un peu de chance. Oui. Alors, la chance de l'expérience que j'ai, ou plutôt on pourrait dire de la malchance, en général, ça s'enchaîne. Vous pouvez avoir des coups de malchance comme ça qui suivent, vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe. C'était le cas en moto, c'est le cas parfois ici dans le ranch. Faut garder du moral quand c'est comme ça. C'est ça. Alors moi, je suis plutôt du tempérament râleur au premier degré. Mais quand les choses se compliquent vraiment, en général, je deviens beaucoup plus concentré et je me ressens sur moi-même. Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde peut avoir ça. C'est sans doute aussi une expérience que j'ai eue de la moto. J'avais pas beaucoup d'aide, donc je me suis fait moi-même. Tout à fait. En conditions physiques, c'est moi qui me préparais.
psychologiquement aussi, j'ai pas mal travaillé, fait pas mal de sophrologie, etc. C'était Pour bien justement, comprendre comment ça oui, fonctionne dans votre tête quand vous êtes dans des moments comme ça très critiques. Hein. c'était justement ma deuxième question pour toi, Laurent. En tant que pilote, j'ai bien vu dans les différents articles, interviews, que tu n'avais pas spécialement une grande équipe autour de toi. Tu n'as jamais eu de manager, donc tu devais vraiment faire tout Ouais. toi-même, aussi bien la logistique pour les déplacements que voilà, réagir au dernier moment. Alors, tu me dis, tu étais déjà à l'époque, donc à un jeune âge, livré à toi-même, avec cette maturité de te préparer physiquement, psychologiquement, par toi-même. C'est quoi la condition physique d'un pilote en 500? Parce qu'à l'époque non Alors, plus, on ne parlait pas beaucoup de préparation physique. non, mais la condition physique, elle était au moins aussi importante que maintenant en MotoGP, parce qu'on atteignait déjà des vitesses très rapides. Il faut savoir que les motos actuelles en MotoGP possèdent beaucoup d'aide au pilotage, hein, comme on peut Mhm. en avoir sous les voitures de tourisme maintenant, ce qui n'était pas le cas chez nous. Donc, les chutes étaient beaucoup plus violentes que maintenant, beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus graves, beaucoup moins de sécurité. Mhm. Et donc, le risque devait être bien mesuré. En général, c'était rare que vous vous fassiez pas mal une bonne fois pendant la saison. Mhm. Parfois, ben, vous deviez arrêter pendant plusieurs grands prix. C'était compliqué. Il y avait des contrats à respecter. Et tout ça, ben, il faut garder le moral là-dedans, même quand vous êtes au plus profond du trou. Il faut savoir se reprendre en main et remettre toute votre force, hein, jamais lâcher. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui n'est, c'est facile à dire, mais quand on est dans le cas, c'est parfois plus compliqué. Moi, en général, quand je touche le fond du fond, j'arrive à assez bien rebondir sur. C'est peut-être là où j'ai le plus de force, c'est quand je suis vraiment dans le fond du trou. C'est ça. Alors, voilà. Gérer ça, il faut savoir gérer ça psychologiquement, voir les choses un petit peu de manière décalée, avoir du recul sur les choses, bien analyser les choses quand tout va mal. Et c'est très compliqué parce qu'en général, vous avez beaucoup de stress. Hein. Vous consommez d'ailleurs beaucoup de sucre. Vous le voyez, hein, quand vous avez beaucoup de stress, on mange du sucre parce qu'on consomme énormément d'énergie, pas physique, mais psychologique. Et Psychologique. ça, c'est un. Et du coup, toi, dans ton expertise, est-ce que ça a été essai par erreur? Il y a des moments où tu as été dans le stress, si tu n'as pas bien réagi, et après tu as pu te corriger? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment en toi et que chaque fois que tu as été dans une situation intense, que ce soit aujourd'hui ou en Grand Prix, tu arrivais à trouver cette énergie, cette lucidité et ce recul? Je pense qu'on acquiert ça au fil du temps. Alors, je vais pas être très, très poli, excusez-moi, mais quand vous avez beaucoup de l'eau d'emmerde dans votre vie, vous commencez à essayer de gérer les choses et les voir. Et je vois que j'ai deux, trois amis entrepreneurs qui ont pris beaucoup, beaucoup de risques dans leur vie. Et c'est un peu pareil, pas toujours dans le monde sportif. Mhm. Et c'est un peu pareil. Il y a un moment où il y a des choses où il faut se concentrer absolument sur l'essentiel. Et c'est pas facile, hein, parce que quand vous avez 50 problèmes qui arrivent à la fois, il faut savoir les prendre un par un, bien gérer les choses. Quand vous en avez trop ensemble, vous n'arrivez pas à faire les choses bien. Et donc, de scinder les choses quand vous avez beaucoup de problèmes, de vous reconcentrer, d'essayer de passer un minimum d'heures de sommeil pour bien avoir les idées claires, c'est pas évident. Parce qu'en général, on fait l'inverse, on dort Oui, moins bien. On a tendance, hein, je vois que j'ai beaucoup d'amis, quand ils ont beaucoup de traqués, ils ont tendance à boire un petit coup, c'est ça. ce qui les fait descendre et moins se concentrer sur l'essentiel. Oublier, c'est pas toujours le bon système. On dit toujours, quand on a beaucoup d'ennuis, ah, on va oublier un soir et Oui. demain ça ira mieux. Moi, personnellement, je crois pas à ça. Je crois que quand vous avez des ennuis, vous devez vraiment vous concentrer
sur vos problèmes pour essayer d'en sortir coûte que coûte. Et comme tu le disais tout à l'heure, prendre du recul, et c'est vrai qu'on dit une bonne nuit de sommeil pourra donner conseil, sauf si effectivement on a oublié les conseils avec un peu d'alcool. Là, c'est clair qu'on dort moins bien et ça fait effectivement effet boule de neige. Du coup, si je reviens sur ta carrière, donc 98, premier bison, l'achat du ranch, 2002, une nouvelle saison. Mais cette fois-ci en enduro où tu deviens avec tes coéquipiers champion du monde. Petite parenthèse, la dernière fois que tu avais fait de la moto, en tout cas en compétition. En 2005, tu rencontres un spécialiste de la gestion des sols et c'est vraiment quelque chose qui m'avait passionné en venant faire la visite du ranch. C'est cette connaissance que tu as amenée dans tes visites qui était pour moi en tant que nutritionniste vraiment assez passionnante. Tu es vraiment passé dans un élevage, non pas de masse comme l'après-guerre dans la plupart des pays européens. Et c'est intéressant parce que récemment, je faisais une conférence sur, en tout cas, une petite capsule vidéo sur l'origine de la pyramide alimentaire. Eh bien, l'origine de la pyramide alimentaire, c'est justement lors d'une crise en Suède, parce que les gens n'avaient plus assez à manger, on leur a proposé une pyramide alimentaire pour les temps difficiles. Et aujourd'hui, on maintient cette pyramide alimentaire comme si on était encore dans les temps difficiles, avec les produits céréaliers comme étant la base de l'alimentation, et puis on va mettre le reste au-dessus. Et donc, toi, tu as choisi dans le ranch vraiment un élevage qui respecte, je dirais, l'écosystème, ce qui est un gros défi quand même en Belgique, parce qu'on n'a pas les territoires comme dans le Montana ou dans le Wyoming. Tu as aujourd'hui 220 bisons, 6 troupeaux, tu me corriges si les chiffres ne sont plus bons. Oui. Il n'y a pas de compléments alimentaires, pas d'antibiotiques, et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié. Et je savais, hein, en ayant vu un bison, je ne l'ai pas caressé, rassure-toi, parce que il y a des panneaux partout quand même au Yellowstone où l'on recommande aux touristes de ne pas caresser les bisons, ce qui est logique, mais c'est quand même des bêtes, c'est 1 tonne, c'est 60 km/h quand ils sont un peu énervés, donc il faut quand même pouvoir les encadrer. En pleine Ardennes belge, c'est quand même un gros défi. Je ne suis pas sûr qu'au départ, les locaux étaient vraiment contents de savoir qu'il y avait 6 bisons en liberté tout près de chez eux. Mais donc, tu as vraiment cet élevage qui est en cohérence avec, je dirais, l'avenir de notre planète. Puis 2020 arrive, Covid, avec le ranch, vous êtes surtout ouvert entre mars et septembre, octobre, donc c'est quand même une partie de l'année. Le lockdown, c'est mars 2020, au moment où tu normalement lances la saison. Ma troisième question pour toi, Laurent, c'est j'ai lu dans un article effectivement que vous aviez profité pour moderniser un peu le ranch, préparer un petit peu le retour. Et effectivement, l'été 2020 a été sympa pour les entreprises parce que les gens sont restés locaux, ils ont voulu vraiment sortir et en profiter. Mais à ce moment-là, tu as une carrière de pilote seul finalement, sans manager, vraiment en gérant toi tout seul ta carrière. Tu as lancé un projet fou d'avoir des bisons en plein milieu de la Belgique et qui fonctionne. Quelles ont été les ressources à ce moment-là pour gérer cette nouvelle obstacle? Parce que là, personne n'était préparé. Est-ce que c'est plutôt des ressources que tu as été chercher dans ta carrière d'entrepreneur, dans ta carrière de pilote, ou est-ce que justement, ce sont les ressources du monde animal de vivre depuis 20 ans avec les bisons? J'imagine que tu as appris énormément en étant, je dirais, de retour aux sources avec le monde, tu l'as dit, hein, à plusieurs reprises, dur de la nature, mais en même temps qui doit être extrêmement enrichissant. Quelles ont été pour toi les ressources à ce moment-là pour sortir de là? Alors, bon, c'est clair que travailler avec du bison, c'est sympa parce que c'est un animal sauvage qui a gardé tous ses instincts de survie. Et donc, passer des moments avec des animaux comme ça, vous comprenez que parfois, l'homme n'a pas toujours pris les bonnes trajectoires. Ça, c'est analyser le comportement du bison, d'un animal comme ça, c'est assez extraordinaire parce que vous vous rendez compte que l'homme, évidemment, s'est développé avec son intelligence, bien sûr, mais n'a pas toujours pris les bonnes trajectoires. On est très cupide. Et en fait, dans la nature, la cupidité, elle n'existe pas. Et donc, c'est la loi du plus fort. Et vous vous rendez compte qu'on revient aux instincts de base. Et ça, c'est intéressant. Alors,
pour revenir au Covid, c'était une période qui était assez stressante quand vous avez un lockdown, et c'était le cas de tous les entrepreneurs, parce que vous avez un énorme point d'interrogation sur ce qu'il se passe pour vos activités. Et la deuxième, c'est que vous ne savez pas quand ça va reprendre. Mmh. Et ça, c'est ennuyant, parce que il faut appréhender tout ça et sans avoir un point de fin où vous savez que ça va repartir. Et donc là, je pense je ne sais pas très bien comment ça s'est passé en Amérique du Nord, mais je vois qu'ici, il y a beaucoup d'indépendants qui sont tombés en pleine dépression. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas su très bien gérer ça, que nos gouvernements, je pense, ont fait ce qu'il fallait comme ils pouvaient, Mmh. parce que c'était une crise inédite, parce que Bill Gates l'avait dit il y a 5 ans et qu'il avait tout à fait raison, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Là, on voit qu'on peut être tous confinés chez nous, alors qu'on nous aurait dit ça en 2019, on n'aurait jamais cru ça. Et donc, il faut essayer de gérer ça de nouveau, étape par étape. Grande chance pour nous, le fait en 2020, quand on a pu réouvrir en juillet au lieu de mars, on a réussi à faire une saison extraordinaire puisque les gens restaient en Belgique. On a battu des records de fréquentation chez nous. Hein. Et là, c'était l'autre chose à gérer, c'était énormément de public avec peu de personnel. Ça, c'était très compliqué. Hein. 9800 visites sur l'année en 2020, mais pas entre mars et novembre, mais entre juillet et octobre. C'est ça. Donc là, c'était fort dur à gérer. Ouais. Surtout sur le plan physique aussi. J'ai souffert de déshydratation en septembre. Hein. J'ai quand même dû passer quelques heures à l'hôpital. Mais voilà, moi, je vois toujours le point positif. Vous êtes déshydraté, mais vous avez réussi à faire votre chiffre et à passer le cap. Quoi, hein. C'est ça. On n'a rien sans rien. C'est ça. Et du coup, maintenant, ma question, c'était est-ce que c'est vraiment les lois de la nature qui t'ont permis de passer à travers cette période-là, ou est-ce que c'est ton expertise d'athlète de haut niveau avec la débrouillardise seule, avec l'analyse du stress, avec la force du battant qui t'a permis de passer? Est-ce que tu arrives à… Je pense que c'est une compilation des deux. Quand vous êtes tout seul de l'autre côté du monde, essayer de vendre votre peau à 300 km/h, voilà, parfois c'est compliqué. Hein. Moi, parfois, je roulais pour des teams, j'arrivais, je connaissais pas spécialement les gens, je roulais de l'autre côté du monde. J'étais tout seul dans ma chambre d'hôtel pendant 2 semaines. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que j'ai réussi à beaucoup voyager et comprendre comment fonctionnait notre monde. J'en ai profité. Mais voilà, c'est des moments où vous devez… Oui, ces moments de solitude-là, en fait, moi, ça me permet un peu de toujours faire le point, de me reconcentrer sur l'essentiel. Et si un entrepreneur connaît des difficultés, je lui conseillerais aussi de faire pareil. De temps en temps, prendre un peu de recul, de dire, bon, s'il a trop de stress, il est au bout, il voit qu'il va craquer, il faut mieux un peu reculer, bien se reconcentrer, revoir un peu de calme, un peu de nature. Pas beaucoup de gens. Moi, en général, quand ça va mal, je préfère pas voir de gens, plutôt être seul. Ça me permet de mieux reconcentrer, mieux comprendre comment… Il faut bien comprendre comment on fonctionne. Hein. Chaque individu a des façons très différentes d'appréhender les choses. Moi, je peux vite m'emporter au premier degré, comme je disais, je suis plutôt râleur. Mais quand on arrive dans des choses profondes, je suis beaucoup plus concentré, des choses beaucoup plus graves. J'arrive beaucoup mieux à gérer ça en général. Ouais. Et du coup, tu en as déjà parlé un petit peu durant ta carrière de pilote, mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et surtout en tant qu'éleveur de bisons dans le Namurois, quel est ton quotidien au niveau santé? Comment tu arrives à maintenir la santé physique, nutritionnelle? Ça ressemble à quoi tes journées en pleine saison et comment évalues-tu aujourd'hui ta condition physique et ta santé?
Eh bien, ça va te surprendre, David, mais pas terrible. C'est vrai? Ouais, ouais, je pense. Comme je cours un peu partout, et comme je te disais tout à l'heure, moi, enfin, moi, je me suis privé pendant toute ma jeunesse pour rouler. Mhm, Pour te donner une idée, quand je roulais, je pesais 62 kilos pour 1,72 m. J'en pèse 76 maintenant. Je fais pas trop attention. Le souci, en fait, il y a deux problèmes. C'est qu'on vit dans des températures très variables. On est toujours dehors. mhm. Donc, quand vous êtes agriculteur, on a un souci. C'est quand vous rentrez à la maison, vous ouvrez le frigo et tout ce que vous voyez, il passe. Mais, C'est oui, parce que... l'horreur. C'est l'horreur. Et spécialement quand il fait froid. Oui. Parce que vous avez l'instinct fait que vous, comme on bouge beaucoup, eh ben, le corps demande beaucoup de calories, même si ce Mhm, n'est pas vrai, vous en avez déjà bien assez. Et alors, le deuxième problème, c'est dans le stress, comme j'expliquais tout à mhm, l'heure, c'est la consommation de sucre. mhm, Dès que votre cerveau il travaille beaucoup, il demande instinctivement tout le temps d'avoir du glucose. Et mhm, alors, vous mangez du sucre instinctivement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est freiner tout ça. Moi, très, très peu d'alcool. mhm. Ça, je fais très, très attention à ça. Je sais que là, j'ai 55 ans, donc tous les hommes de 55 ans savent qu'ils ne récupèrent pas d'une grande soirée entre amis comme à 20 ans. Tout à fait. Hein. Je fais un comparatif avec mon fils qui a 28 ans. Quand je vois qu'il arrive à faire la bringue toute la nuit, il fait le champion d'Europe de rodéo en bull riding et qu'il arrive à faire 2 sessions sur un taureau de 8 secondes alors qu'il était dormi à 2 heures du matin, Oui. euh, je ne saurais plus faire ça. Hein. Donc, voilà, je fais surtout attention. Moi, là où il faut faire attention, bien s'hydrater, ça c'est un problème. Et la consommation d'alcool pour quelqu'un d'une cinquantaine d'années, Tout à fait. parce que vous prenez beaucoup Ah, plus, vous arrivez à beaucoup moins éliminer que quand vous êtes jeune. Il faut être conscient de ça. tout à fait. Mais par rapport à ton rythme de travail aujourd'hui, tu es plutôt sur le terrain plutôt que derrière ton ordinateur à faire de la gestion. Donc, ça ressemble à quoi une journée comme en cette période pour toi? Tu vas te lever à quelle heure? Tu vas être physiquement, tu vas Alors, être engagé comment dans ta journée? je suis pas un lève trop tôt. Euh, mais je sais que quand je vais commencer à lâcher ma tasse de café et commencer mon business, c'est-à-dire aux alentours de 8 heures, je sais que ça ne va pas arrêter. Oui, C'est parti. Il y a 10 choses à faire au bureau, puis il faut descendre. Ici, en été, on est dans les périodes de fenaison. Il y a 100 hectares de foin à faire. Ouais, c'est un boulot de 12, 16 heures par jour, tout le temps. Il y a les bisons, il faut checker. On est quand même dans les naissances. La semaine passée, on vient de boucler tous les veaux. Donc, boucler des veaux qui ont presque 100 kilos, on les attrape à la main pour pas leur donner trop de stress oui, avec des cages de contention et des systèmes trop invasifs pour eux. Vous avez quand même les mers qui sont pas loin. Faut séparer tout ça, faut gérer le stress dans tout. Voilà, mais c'est comme ça. Il y a les touristes qui arrivent, qui veulent être bien servis. Il faut parler 3 langues. Que vous ayez des problèmes ou pas, il faut continuer à être jovial avec les gens oui, parce que les touristes qui viennent vous voir, ben, ils s'en foutent un peu de vos problèmes. Eux, ils viennent pour prendre du plaisir et c'est ça. pas pour supporter vos problèmes. Donc, il faut gérer tout ça. Et puis, j'estime qu'on est une firme didactique. Je suis très content de voir qu'on a beaucoup d'écoles d'agriculture. La semaine dernière, on a une quarantaine de fermiers, de céréaliers français qui sont venus nous voir. On a discuté de beaucoup de choses. Et c'est des céréaliers donc, qui font la grande culture, donc l'inverse de moi. Mhm. Ils viennent voir un peu ce que je fais, comment je séquestre du carbone, comment je m'en sors, comment je gère tout ça. Et moi, j'ai eu la chance de visiter plein de pays avec des techniques agricoles différentes et de rencontrer 2 personnes qui ont vraiment changé ma vie. Un ingénieur français dont tu parlais, Michel Sancier, en 2005, qui malheureusement est décédé maintenant, qui m'a vraiment appris
comment travailler en symbiose avec les plantes, la nature et les animaux. Et plus tard aussi, mes cours en Holistic Management Programme aux États-Unis, hein, avec mon deuxième ingénieur qui a travaillé aussi sur notre ranch comme consultant, hein, Roland Croce, qui est c'est des techniques extraordinaires. Hein. L'holistic management, c'est un Sud-Africain, Alan Savory, qui a créé ça. Et il donne des cours même, on peut voir des exposés qu'il fait sur YouTube. C'est extrêmement bénéfique pour votre approche sur l'agriculture, mais aussi pour votre approche humaine. C'est ça. Parce que j'ai beaucoup appris aussi comment gérer tout ça, comment gérer du personnel en plein milieu d'un hiver froid avec 2 mois de neige. Tu dois connaître ça au Canada maintenant. Oui, certainement. Cette année-ci, il a été particulièrement froid. Ouais, ouais. Bon, c'est des choses qui sont dans les grandes villes un peu moins, mais quand vous vous retrouvez avec un ranch avec 2, 3 familles, hein, sur un ranch de 10 000 hectares, où la première cafétéria se trouve à 30 bornes, ben, il y a beaucoup de gens qui dépriment et qui, justement, avec ces dépressions, partent dans des problèmes d'alcool, de drogue, etc. C'est courant dans les ranchs. Et donc, il faut savoir gérer tout ça, gérer la motivation des gens, bien comprendre comment fonctionnent les gens et tout ça. C'est intéressant. Oui, parce que encore une fois, c'était quand je t'ai posé la question de la raison pour laquelle tu es passé de l'adrénaline des circuits vers l'adrénaline de la gestion de bison, de ranch. Ben, clairement, à ce moment-là, il a fallu te former. On ne devient pas, on ne s'improvise pas éleveur du jour au lendemain. C'est quand même un gros challenge. Et quand on t'entend, que ce soit en visite dans le ranch, que ce soit aujourd'hui, on sent qu'il y a un réel investissement. Alors, effectivement, dans un interview, tu dis que depuis tout petit, tu étais en connexion avec cette nature. Tu l'as dit tout à l'heure, quand j'ai besoin de prendre du recul, c'est me balader en nature, c'est être seul, c'est me recentrer. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette motivation aujourd'hui chez toi, Laurent, en tant qu'entrepreneur, mais également en tant qu'éleveur? Qu'est-ce que tu aimerais léguer éventuellement par rapport à ton travail quand les touristes viennent chez toi, quel message tu aimerais bien faire passer? Parce que clairement, il va au-delà de l'adrénaline. Je veux dire, il y a plein de jobs qui peuvent te donner de l'adrénaline, mais quand on t'écoute, il y a vraiment un investissement oui, c'est ça. Je n'ai pas d'autre mot par rapport à ce que tu fais comme effort au niveau du type d'élevage que tu as choisi, au niveau de l'empreinte carbone, au niveau du message. Il est très fort. Donc ça a toujours fait partie de toi? Alors, quand j'ai débuté le bison, j'étais persuadé par l'agriculture biologique en règle générale, mais quelque chose de beaucoup plus classique. C'est au fil du temps et à force de continuer l'expérience, de rencontrer beaucoup de gens dans le bison et d'essayer de comprendre comment fonctionnait la nature. Et puis, quand vous êtes dans ce métier, vous comprenez que parfois, vous n'êtes pas dans le bon. Je vais prendre un exemple qui m'a très fort frappé. Quand j'ai développé ici, donc on vendait notre viande en circuit court, hein, c'était pas connu du tout, personne ne faisait ça à l'époque. Notre ministre de l'Agriculture de l'époque en Belgique m'avait dit que ça ne fonctionnerait jamais parce que les gens, au début des années 2000, voulaient aller faire 1 heure leur course au supermarché et n'avaient plus le temps de passer dans les fermes pour acheter des produits. Je leur avais répondu qu'on était à la sortie de la crise de la vache folle et que j'étais pas sûr que la déconnexion avec le consommateur final était une bonne chose. Et comme de fait, on est revenu complètement en arrière. Alors, cette passion que j'ai eue, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on allait en fait droit dans le mur aussi. J'expliquais encore à ces agriculteurs, il y a des touristes le week-end dernier, nous sommes bientôt 8 milliards de personnes sur notre monde. Pour le moment, peu de gens ont accès à de la matière carnée, finalement. 1 milliard et demi. Si les 8 milliards commencent à manger 2 ou 3 kilos de viande par jour, de manière industrielle, on est déjà droit dans le mur avec nos émissions de gaz à effet de serre. Hein. Je rappelle que 23% de la production de CO2
créée par l'homme provient de l'agriculture, transport alimentaire compris. Mm. L'industrie est à 26%. Donc, on est aussi polluant. Ça ne peut pas durer. Et je parle contre moi, hein, parce que je fais des efforts aussi. Je m'inclus là-dedans. Et donc, pour réduire ça, il faut donc produire de l'énergie et pas des kilos. Et pour ça, pour des ruminants en tout cas, moi je vois qu'il faut finir des ruminants à l'herbe et avoir un cycle qui est beaucoup plus vertueux d'entretenir de la végétation, de créer du bon stress dans vos prairies, de séquestrer du carbone, d'accentuer le cycle de la photosynthèse, de produire moins de viande en grande quantité, mais plus d'énergie. Donc, que les gens mangent moins de viande, mais plus énergétique. 300 grammes de viande pour un humain en pleine activité par semaine, ça suffit. Variez vos plats, mais quand vous mangez de la viande, mangez de l'énergie, pas des kilos. On peut acheter beaucoup de kilos de viande avec peu d'énergie. C'est un monde révolu pour moi. Ça, ce n'est que de l'expérience de ce que j'ai pu constater. Et donc, je me suis rendu compte que produire de manière industrielle, dans beaucoup de pays, en Europe, en Amérique du Nord, on continue à produire de la viande industrielle dans des parcs pour des bovins, des bisons, dans des feedlots, en consommant beaucoup de céréales. Encore un problème, le cours de la céréale avec le conflit en Ukraine est en train de flamber. Et donc, si vous êtes tributaire des importations de céréales, ben, de nouveau, vous êtes pris à la gorge. Nous, on est très fiers de ça. On produit quelque chose de qualité, mais on n'a pas dû augmenter nos prix cette année parce qu'on n'est pas tributaire justement du cours de la céréale mondiale. C'est ça. La production de céréales doit servir à nourrir l'humain. Pour le moment, 70% de la production mondiale de céréales sert à nourrir des animaux qui assimilent mal pour les ruminants cette céréale pour nous produire de la viande, de la production carnée. Et ce cycle-là ne fonctionne pas bien. C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir en arrière et ça sera mieux pour tout le monde, l'environnement, l'humain et les animaux. Clairement, et c'est vrai que cette comparaison, je ne l'ai jamais proposée comme ça en atelier, mais manger de l'énergie, pas manger des kilos, c'est clairement à l'opposé de ce qu'on fait. Hein. C'est effectivement les produits céréaliers engraissent finalement le bétail. Ici, on a en Europe, je ne voyais pas encore ça, du bétail qui était nourri et fini à l'herbe. Et puis j'ai dû me renseigner pour savoir ce que c'était. Parce qu'effectivement, et quand on comprend comment ça fonctionne, ça me paraît clair et que effectivement ce n'est pas optimal et on le voit au niveau de la qualité des graisses de l'animal, donc on y perd sur tous les plans. On consomme plus, ça coûte plus cher, on y perd au niveau écologique et de l'écosystème, et en plus on est en moins bonne santé. Oui, tout à fait. Voilà, mais ça c'est le résultat de mes recherches pendant des années, donc d'être un peu à l'écoute. Et aussi, ça paraît très, très amusant, mais finalement, c'est le monde de la moto qui m'a amené à tout ça. Parce que le fait d'avoir beaucoup voyagé, entre les courses, j'allais toujours voir un petit peu ce qui se passait. Je rencontrais pas mal de gens dans des fermes. Et c'est à ce moment-là que vous avez une idée, pas de votre milieu agricole dans votre région, votre pays, mais une vue globale de l'agriculture mondiale. Et là, les choses sont complètement différentes. Oui, et c'était aussi quelque chose qui m'avait fait sourire quand j'étais venu voir le ranch et que tu parlais de ce petit Belge qui se retrouvait dans ces grandes réunions aux États-Unis avec tous ces, je dirais, propriétaires terriens. Avoir un petit Belge comme ça, tu devais attirer l'attention. Mais c'est d'autant plus intéressant parce que, effectivement, toi, tu as dû tout créer finalement dans ton ranch et tu as dû vraiment être proactif pour trouver un équilibre parce que tu n'as pas les moyens non plus de ces grands propriétaires terriens qui, eux, de père en fils, finalement, est-ce qu'ils se posent la question? Alors oui, je vais prendre l'exemple des éleveurs de bisons. Candice et moi, on a été super bien accueillis dans la National Bison Association aux États-Unis. Hein. C'est très surprenant parce qu'en général, les Américains sont plutôt d'un tempérament conservateur dans les grandes plaines. Eh bien, moi, je n'ai jamais rencontré ce problème-là. Les gens ont toujours été extraordinaires avec nous, d'un respect incroyable. Et
Et c'est très plaisant parce que vous arrivez à communiquer, échanger grâce à ça, de comparer les techniques. Hein. Quand j'étais suivi mes cours en holistic management, en dehors du fait que je voulais reprendre un ranch aux États-Unis, mon professeur disait ça ne te servira certainement pas beaucoup en Europe parce que vous avez un climat tempéré, hein, vous ne connaissez pas des longues périodes de sécheresse. Depuis 2014, heureusement que j'ai été suivre ces cours, hein, parce que ici en 2020, on a connu une sécheresse sans précédent, la plus grave depuis une centaine d'années. On voit que les nappes phréatiques sont plus bas, tous les printemps sont très secs, on commence à avoir des climats très saccadés comme on peut en avoir en Amérique du Nord et au Canada. On n'a pas les froids de chez vous, parce qu'on n'a pas ce fameux courant océanique. Enfin, il nous envoie en tout cas des courants chauds et humides encore, de plus en plus vite, hein, dans l'océan Atlantique. Et quand il replonge avec la salinité, il vous renvoie des courants froids. C'est une des résultantes du réchauffement climatique. C'est ça. Et donc, dans un modèle agricole, il ne faut surtout pas maintenant rester braqué sur ce modèle qu'on nous a appris après la Seconde Guerre mondiale d'une production de masse. Parce que cette production de masse, elle ne correspond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui. À la tendance actuelle, à la réalité des choses et à ce fameux changement climatique qu'on est en train de prendre de plein fouet, hein, dans l'agriculture. Personne n'est préparé à ça en Europe, encore beaucoup moins qu'aux États-Unis, je trouve. C'est vrai. Et donc, voilà, il faut prendre les choses en main. Et je vois que les fermiers s'inquiètent beaucoup. Et donc, quand ils entendent parler qu'on a comme ça des solutions diverses, ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les gens trouvaient ça risible. Maintenant, les fermiers sont à l'écoute. Ouais. Et du coup, quels sont les projets alors pour le ranch? On va partager un petit peu les endroits où on peut retrouver justement vos activités. Donc, dans le Namurois, la saison commence. C'est toujours sur rendez-vous? Alors, maintenant, comme on n'est plus dans le Covid, il vaut mieux réserver pour ne pas se retrouver à un moment où il y a trop de monde. C'est rare qu'on refuse des gens, on essaie toujours de caler tout le monde, mais c'est parfois pas toujours évident. Donc, s'il y a moyen de réserver, c'est le mieux. Hein. Comme ça, on peut bien planifier les choses. C'est beaucoup plus agréable et pour nous et pour nos clients. Et le meilleur moyen de vous retrouver, finalement, c'est sur les réseaux, sur Facebook, avec l'adresse du ranch? Oui, www.bisonranch.com pour le site internet ou sur Facebook, effectivement, hein, c'est la meilleure des choses. Oui. Et donc, parce que dans mon expérience, on réserve, comme ça, on peut avoir profité de la balade à travers justement les différentes zones où tu nous expliques comment fonctionne justement l'élevage du bison, quelles sont ses caractéristiques, de quoi il mange. Donc, on a vraiment une immersion à la fois dans la vie du bison et à la fois dans la vie du ranch. Et puis, il y a effectivement le restaurant où on peut à la fois manger, à la fois commander sa viande. Hein, je me souviens, après notre visite, avoir été plusieurs fois chercher et la viande et les abats, parce que je ne sais pas si on vous en demande souvent, mais pour moi, c'est un des éléments de l'avenir, c'est de revenir à la consommation totale de l'animal et pas simplement le bon morceau de steak. Je veux dire, les Amérindiens ici, les autochtones, ils mangeaient en tout cas le bison de A à Z, et on sait qu'on a des nutriments assez exceptionnels dans les abats de l'animal et du bison en particulier, parce que les abats doivent être de bonne qualité. À condition qu'ils soient finis à l'herbe. Oui. Malheureusement, si vous prenez les qualités intrinsèques diététiques d'un bison qui a vécu 1 an dans un feedlot, les qualités intrinsèques diététiques de la viande et de la carcasse ne seront pas du tout la même. Pas du tout la même, tout à fait. En tout cas, un tout grand merci, Laurent, pour ton temps. Depuis que je suis ici, évidemment, on n'a pas encore été visité de ferme à bison. Il y en a une ici pas loin au Québec. On aimerait bien y retourner parce que on avait une très belle expérience chez toi. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent, j'en parle souvent sur les réseaux. Je partage de temps en temps vos publications. Mais c'est vraiment l'occasion de passer un chouette moment, une après-midi, à découvrir un monde tout à fait différent, mais l'avenir aussi. Hein. C'était la question que je te posais tout à l'heure. Pourquoi finalement tu fais ça? Mais on a tous les deux des enfants et le monde de demain ne peut pas être
séparés de l'écologie et d'une compréhension de l'impact que l'on a au niveau de notre empreinte, aussi bien dans notre consommation que dans notre mode de vie. Et donc, est-ce que toi, tu aurais un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui aujourd'hui se sentent justement coincés dans dans ce monde qui a changé avant le Covid, après le Covid, qu'est-ce qui va arriver, l'inflation, le stress, quel serait finalement un dernier conseil que tu peux donner aux entrepreneurs, quel que soit le domaine, quel que soit le service, par rapport à toi, tes valeurs? Alors, la première chose, c'est que c'est toujours cyclique, hein. Là, on va rentrer dans une période très compliquée et on le sait. On a cru que c'était le Covid, la période compliquée. Eh ben non. Ça va être, à mon avis, maintenant, les 2, 3 prochaines années. Bon, cette flambée de l'énergie, elle est très compliquée à gérer, y compris pour moi. Mm-hmm. Mais c'est peut-être malheureusement quand l'homme est au pied du mur Mm. que les choses changent. Et donc, je vois que même moi, j'essaie de consommer encore moins d'énergie. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est que ça va nous obliger à trouver d'autres solutions, ce conflit en Ukraine. Et donc, le prix de l'énergie très fort, ça veut dire qu'on va devoir trouver d'autres solutions. Et si on regarde dans le temps, toute cette révolution industrielle qu'on a eue, le début de la révolution industrielle, ben maintenant, on arrive dans ce nouveau monde. Hein. On va changer, à mon avis, complètement le monde, comme ont connu nos prédécesseurs, hein, cette révolution industrielle qui a eu fin du 19e siècle, qui a complètement changé les choses, hein, Mm-hmm. en très très peu de temps. Hein. Cette arrivée des énergies fossiles, c'était Byzance pour ces pays en voie de développement. On a connu malheureusement 2 guerres mondiales. Et puis, cette Byzance est arrivée après les années 50. Mais on voit que c'est toujours très cyclique. Alors maintenant, ça va être compliqué, mais l'homme ne va pas dépérir. Pour moi, c'est une évolution que nous allons connaître, que je vais connaître, que nos enfants vont connaître. On passe par des moments difficiles, il faut gérer ça. Il y aura tristement des faillites. Il y aura des gens qui vont malheureusement dépérir, mais aussi il y a un nouveau monde qui va se recréer après. Si on voit dans la nature, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Hein? Vous avez un feu de forêt, tout est brûlé, et une nouvelle vie recommence avec des nouvelles espèces, des nouveaux animaux qui arrivent. Eh bien, c'est sans doute ce qui va se passer. Et il faut bien se dire que rien n'est perdu, que le monde va changer tout simplement et qu'on va s'adapter aux choses. Tu restes très optimiste par rapport à ça? Oui, je reste optimiste parce que je suis sûr que ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une époque, ça c'est certain. Ouais. L'époque industrielle comme nous l'avons connue, nos parents, nos grands-parents, c'est fini. C'est fini. Et ne pas croire surtout que ça va revenir comme avant. C'est ça. Ça va être un monde d'après. Un monde d'après qui doit être plus en symbiose avec la terre qui nous nourrit, hein, parce que tu parles effectivement des feux de forêt. Je me souviens d'avoir visité des zones dans le Yellowstone qui étaient toujours post-feu de forêt, mais qui renaissaient littéralement de ces cendres. Et le Yellowstone, d'ailleurs, est un bon exemple, puisque il y a cet article qui a montré comme quoi la réintroduction du loup avait permis à l'ensemble même des rivières de changer de forme. Et donc, on peut effectivement apprendre à se réorganiser. Tu en es la preuve puisque les gens viennent chez toi pour comprendre un peu quelles sont les solutions pour consommer moins ou en tout cas pour être plus en symbiose. Donc, c'est probablement vers là que l'entrepreneur, quel qu'il soit, pourrait voir l'avenir, c'est-à-dire comment adapter son entreprise à un monde qui doit être plus dans la symbiose que dans la surproduction finalement. Ah oui, moi je crois fort que les entrepreneurs de demain, c'est les gens qui vont trouver des solutions sur l'énergie, qui vont trouver des solutions dans l'agriculture ou dans d'autres domaines, mais qui vont partir sur ce nouveau modèle.
Mhm. et qui ne vont pas profiter du modèle existant. Il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Ouais, il y a une page qui À s'est l'heure tournée. actuelle, c'est vraiment ça. Alors, ben, je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes à l'heure actuelle et c'est très plaisant de voir que les jeunes manifestent, ont vraiment envie que ça change. Et donc, moi, je suis assez positif de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on va passer un mauvais quart d'heure, comme on Voilà, dit. l'hiver sera long. On va dire l'hiver de Oui, notre ça sera long. économie va être long. Ouais. En tout cas, je connaissais ton histoire, Laurent. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Ça me plairait bien de revenir vous voir, mais ce ne sera pas pour tout de suite parce que les voyages sont un peu compliqués d'ici. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous les deux une très belle saison 2022. On va essayer de partager un maximum vos activités pour qu'effectivement les Belges et les Européens viennent voir quelque chose de différent, viennent voir le ranch à Orchimont avec beaucoup de curiosité et je l'espère beaucoup de bons souvenirs. Et donc à ceux qui nous ont écoutés, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée jusqu'au prochain rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette interview. Et je ne peux vous recommander qu'une petite visite dans le Namurois. Tous les contacts de Laurent et Candice seront dans le descriptif de cette interview. Et d'ici notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous.